Salam alaikum wa rahmatullah. Azul fil hawan. Bonjour tout le monde. Heureux de vous revoir encore une fois pour باش نكملوا la réponse, les questions les غادو من la dernière fois qui sont publiées sur notre page officielle. Alors on a insisté pour que ces questions les réponses ديالهم لازم يلحقوا لكم avant la fin de 2019. Voilà. On va commencer sans tarder la première question. Alors, je vais voir là l'historique des questions les plus... Alors, Yassine Amamra, Barakallahu fik. Bon, ça c'est notre ami journaliste. Qu'on l'intiminou Am Saïd, Inch'Allah. Alors, la deuxième question... 1,20 à 1,40, est-ce que c'est trop? Bon, c'est toujours comme ça, les questions qui ne sont pas claires. On a essayé la dernière fois d'attirer votre attention que les questions doivent être avec le maximum de données et surtout les besoins d'IELCOM les bien clairs afin de pouvoir répondre au maximum. Alors, merci Doc, shukran laki, salam, tabib, shukran. Merci et bon courage, merci à vous. Alors, question de C. Mohamed Malou, est-ce qu'il y a un risque pour un patient diabétique de lui introduire un produit de contraste iodé pour un examen radiologique? Oui. Alors, les personnes qui ont un examen radiologique quelconque, surtout avec un produit de contraste, soit c'est valable pour les scanners surtout et pour l'IRM. En général, il y a deux choses à demander. Qu'il soit diabétique ou non, on doit lui demander s'il a une allergie, qu'il a un produit. S'il y a un doute, il doit prendre une prémédication de 3 jours avant l'examen. Et en plus, laisse-moi voir la fonction rénale, la créatinine en particulier, et voir est-ce que c'est toujours possible de faire un examen parce que c'est un produit iodé qui risque d'amplifier une insuffisance rénale qui existe et qui est latente, mais visible. Pour les diabétiques, on conseille d'arrêter le glycophage. Quand ils sont soumis, par exemple, à un examen de ce genre, les glycophage 48 heures avant. C'est vrai qu'on peut le faire même avec ce traitement. Il y a des gens qui ont le glycophage ou malgré ça, je n'ai pas arrêté. C'est vrai, mais c'est juste une précaution à faire. Donc, ne pas prendre le glycophage. Le médecin y adapter les doses les autres médicaments, juste pour passer les 48 heures. Et après, vous allez reprendre le traitement TAC le plus normalement du monde. Alors, ما هي نسبة السكري المناسبة للحمل؟ أنا عندي 6.60 هل هي مناسبة؟ Alors, نظن راه يتكلم على السكر تراكمي. بون سيداتي 6.60 بروبابلومون ماكش انسان عادي. ماهوش مذكور هنا اذا كنت ديابيتيك اصلا قبل ما ترفدي بالحمل ولا لا، ولكن مبدئيا 6.6 soit vous êtes diabétique et vous êtes plus ou moins dans les normes, ou là vous avez un diabète gestationnel probablement. لكن في كل الأحوال ماهيش ليموغلوبين غليكي اللي نديرو بها دياغنوستيك تاع ديابيت جيستاسيونيل تاع ديابيت تاع الحمل، ولكن لي غليسيمي اجان اولا. ثانيا في بعض الاحيان نديرو لا جي بي او اللي هي نعطو كميه تاع السكري، سكر 75 غرام تاع السكر، ونعاودو نقيسو السكر كل نصف ساعه، و او بو دو 2 اور لا فام انسنت عندها دي شيفر ما لازمش ديباسيها. كون يديباسو لي شيفر هذوك لازم ان تريتمون بوندون لا بيريود تاع الحمل، وجينيرالمون بعد الحمل يعني يجوز هذه وتروح وتنتهي القضيه. اما ليموغلوبين غليكي ماهيش مرجعيه. Alors, une autre question, j'ai toujours 2 grammes à jeun. Bon, ça c'est une information, c'est pas une question. Mais s'il veut dire les 2 grammes à jeun c'est beaucoup, oui c'est beaucoup, c'est même énorme. Alors imaginez quelqu'un qui a une glycémie à jeun à 2 grammes, probablement qui a la glycémie de l'actar. Et donc là, il est exposé en permanence à cette hyperglycémie chronique qui est elle-même un danger pour les autres organes. Donc il faut revoir le pourquoi de la chose et voir une glycémie à jeun. Et les traitements existent bien sûr.
Une autre question, Anissa, quel est le traitement pour une neuropathie? Merci. La neuropathie diabétique, hein, parce que la neuropathie, ça existe d'autres neuropathies qui sont d'autres origines. La neuropathie, c'est une maladie, elle concerne, elle touche c'est une maladie neurologique, c'est une complication de diabète en général, mais c'est un diabète qui évolue depuis des années et le plus souvent, elle est mal équilibrée. Donc, mais le traitement, malheureusement, est un traitement symptomatique. Donc, on donne juste un traitement pour calmer ces sensations de fourmillement, de froid, douloureux, les sensations comme de l'électricité, fourmillement. Et c'est très gênant. Et ceci est un traitement, malheureusement, que symptomatique. Donc, il faut le prendre pratiquement à vie. Mais il y a des rémissions. Il y a des rémissions pour les gens, les indom, ça évolue avec une phase cyclique. Il y a des périodes où c'est très intense, il y a d'autres où c'est moins. Mais dans tous les cas, un équilibre diabétique correct va aider quand même à avoir des phases qui sont de plus en plus, ou du moins de moins en moins importantes et aiguës. L'autre question, alors Josiane, bonsoir, je suis diabétique type 2, non insulino-dépendant, mes triglycérides sont de 3,28, mais pas de cholestérol. Que faire? Alors, si vous êtes diabétique avec un triglycéride, avec les chiffres HEDO, probablement, soit un régime correct, dans un premier temps, en général, les médecins conseillent des régimes assez, pour ne pas dire assez sévères, mais disons qui est très strict, dans le sens où il va y avoir une restriction de tous les sucres rapides, tout ce qui est gras et tout. En général, ça donne chez un certain nombre de personnes. Et pour les autres, les chiffres sont élevés. Si les chiffres sont élevés, laisse un traitement sur les triglycérides. Maintenant, s'ils sont associés à un problème de cholestérol, le traitement contre le cholestérol lui-même suffit à faire baisser aussi bien le cholestérol que le triglycéride. Exceptionnellement, on fait une association de traitement contre le cholestérol et le triglycéride en même temps. Mais en général, les chiffres vaut mieux qu'ils soient revus, bien sûr, à la baisse. On ne traite pas, on ne soigne pas le triglycéride, juste les premiers chiffres qui dépassent les normes. Mais on doit quand même être prudent parce que ça peut monter vite et rester monter et ceci va bien sûr toucher les autres organes, en particulier le foie, la dernière fois. Alors, l'autre question, docteur. Mon père est un diabétique de type 2 depuis 17 mois. Il est sous glucophage 500 2 fois par jour. Sa glycémie est bien contrôlée. Ces derniers jours, à 2 reprises, il n'a pas pris son traitement et sa glycémie est restée entre 1 et 1,03 en postprandial. Alors, y a-t-il une chance de réduire cette dose ou d'arrêter carrément le traitement? Alors, je serais curieux de savoir le poids de votre papa, parce qu'avec des doses glucophage 500 2 fois, donc pratiquement c'est une dose minimum. S'il est déjà aligné pratiquement à des glycémies très correctes avec ce chiffre-là, s'il a un poids élevé ou non, ça va changer. Il est diabétique depuis 17 mois. Moi, je le mettrais beaucoup plus dans la catégorie des patients qui sont bien équilibrés. On n'est pas obligé de tenter d'arrêter un traitement. Maintenant, s'il commence à faire des hypoglycémies, probablement son médecin va lui proposer, peut-être, hein, je ne sais pas, je ne connais pas le patient, il y a beaucoup d'autres éléments qui manquent, mais probablement il va lui enlever une dose, une prise, et voir si les glycémies montent. Mais dans tous les cas, c'est un traitement minimum qui le protège. Moi, je le conseille de continuer son traitement et surtout de guetter les hypoglycémies, parce que quelqu'un qui est habitué comme ça, s'il n'a pas pris pendant 2 jours, ça ne veut rien dire, pour revenir à la question, hein, parce qu'il y a un effet d'élan et le traitement peut rester efficace pendant quelques jours, même si on ne le prend pas. C'est comme on demande à quelqu'un de s'arrêter après en courant et on lui demande à un moment donné de s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter, il va faire encore 4, 5, 6 pas avant de s'arrêter. Le médicament, c'est la même chose. Il y a un effet d'élan
Et donc, il continue à avoir un effet positif pendant quelques jours. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a plus besoin, qu'il n'aura plus besoin de ce traitement. Donc, vérifier les glycémies, surtout les hypoglycémies. S'il y a des hypoglycémies, à ce moment-là, on peut penser à diminuer le traitement. Alors, à la fiqh, est-ce que la novoformine est contre-indiquée dans l'allaitement? S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas, là, il s'agit d'une diabétique qui allaite ou bien d'un diabète gestationnel. Dans tous les cas, ce qui est valable pendant la grossesse reste valable pendant l'allaitement, en général. Donc, pendant la grossesse, s'il s'agit d'un diabète gestationnel ou même un diabète type 2 sous-comprimé, on met les patients sous insuline. Mais une fois l'accouchement a eu lieu, et si elle n'allaite pas, elle redevient une personne normale. Si elle était sous un traitement les comprimés, elle continue de les comprimer. Si elle n'avait pas de traitement du tout, donc c'est un diabète gestationnel, bien sûr on peut arrêter et les glycémies reviennent normales. Maintenant, s'il s'agit d'un allaitement qui continue, donc vaut mieux continuer les doses d'insuline jusqu'à arrêt de l'allaitement. Parce que le glucophage, on ne peut pas tenter. C'est vrai qu'il n'y a pas un effet tératogène, c'est-à-dire il n'est pas aussi toxique qu'on imagine, mais on préfère ne pas s'aventurer sur cette voie, d'autant plus que l'allaitement est pendant peut-être quelques mois et tout va revenir dans l'ordre après. Alors, je me pose la question sur les statines chez les patients diabétiques. Qu'en pensez-vous, docteur? Il y a des recommandations internationales des grandes sociétés savantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup un débat par rapport aux statines et l'intérêt des statines et la toxicité des statines, mais aussi sur le bénéfice des statines. Mais dans tous les cas, et nous, on respecte des recommandations internationales par rapport aux chiffres. Vous savez, il faut savoir seulement que les diabétiques n'ont les mêmes normes que les sujets non diabétiques. Donc, s'il y a les chiffres qui sont cholestérol total, comme vous le savez, il y a cholestérol total, il y a deux fractions, ce qu'on appelle le LDL et le HDL, donc le mauvais et le bon. Maintenant, si on traite le mauvais quand il est élevé, c'est le LDL. Ce que vous voyez peut-être dans les résultats d'analyse, il vous dit inférieur à 1,5, bon, 1 gramme par litre, donc elle est correcte. Mais attention, chez les diabétiques, on a d'autres chiffres et d'autres seuils qui n'est pas forcément chez la personne normale, parce que ce qu'on appelle les personnes à risque. Donc on peut soigner un diabétique à 1,20 g, voire même à 1 g de LDL, et on va lui donner une statine. Le but de se faire baisser ce mauvais cholestérol pour qu'il ne soit pas une source de complications d'autres maladies associées. Bonsoir docteur, le bilan de ma mère est 0,99 g à jeun, AGPO à 1,89 g, obèse type 1, cardiopathe. Alors, obèse type 1, la GPO. Je ne vois pas l'intérêt de la GPO chez une patiente qui a un diabète type 1. Mais je ne sais pas, ça veut dire quoi. Alors, cardiopathe valvulaire, sous-intrant, plus HTA. Âgé de 65 ans, s'il vous plaît, vous conseille, est-ce que je peux lui donner Victoza pour maigrir et refaire le bilan? À quel délai? Merci. Bon, là, les choses ne sont pas assez claires. Je ne sais pas si votre maman est déjà diabétique de type 2, je suppose, parce que la GPO n'a pas d'intérêt dans le type 1. Ça, c'est 1. De 2, vous voulez lui donner le Victoza. Ce n'est pas vous qui donnez le Victoza, c'est le médecin. Généralement, c'est une proposition en fonction d'un profil de patient. En plus, le Victoza n'est pas une insuline, c'est un stylo injectable. Ça fait partie des antidiabétiques injectables qui n'est pas l'insuline. Donc, c'est ce qu'on appelle les analogues de GLP-1. Il agit sur un autre secteur, si on peut appeler les choses comme ça. Ils n'ont pas un effet hypoglycémien, c'est vrai. Mais malheureusement, ces petits détails doivent être arrêtés par son médecin traitant et voir si l'intérêt. Victoza, entre parenthèses, n'est pas remboursé en Algérie, donc il n'est pas commercialisé. Bon, on a quelques patients qui sont sous Victoza, mais en général, ils ramènent ces médicaments seuls et les achètent.
Bon, ce sont des bons médicaments, mais attention, bons médicaments pour le profil dialo. Donc, quand l'indication se pose, il devient bon, le médicament. Mais quand il ne s'agit pas du profil, ça n'est pas ce qui est valable pour l'un, n'est pas forcément valable pour tout le monde, hein. Alors, bonsoir docteur, Mahfoud, bonsoir docteur. C'est quoi la résistance à l'insuline? La résistance à l'insuline, c'est qu'on résiste, on ne laisse pas l'insuline travailler correctement. Donc l'insuline, les diabétiques, ils ont ce qu'on appelle une insuline résistance, c'est-à-dire que l'insuline qui est censée faciliter l'entrée du glucose dans la cellule, on l'empêche de le faire de façon correcte. Donc le glucose va rester dans le sang et quand on se pique, on trouve les glycémies élevées et en même temps la cellule n'a pas eu sa dose de glucose. En bref, c'est ça. Et puis, c'est ce qu'on appelle ce terme-là, qui est assez impropre, balek, mais c'est l'insulinorésistance ou la résistance à l'insuline. Monsieur Kari, في الليل أشرب كثيرا من الماء عمري 40 سنة وزني 72 والقامة 1,69 1,69. Ce sont des données, je ne sais pas votre question, mais je suppose que vous pensez pourquoi vous راك تشرب بزاف في الليل. Bon, la polydipsie ne pose pas un problème, à moins que si vous êtes habitué à boire de l'eau et tout. Donc, c'est pas ماهوش علامات من هذا النوع كناخذوا قرار est-ce الإنسان diabétique ولا لا. Mais dans tous les cas, عندما تكون خلل من هذا النوع, vaut mieux vérifier par une simple analyse médicale qui va vous donner les informations nécessaires, le poids qu'il est parfait, la taille. Mais les autres détails, لازم يكونوا في des analyses qui doivent être faites. Alors, Sabah Nour, merci docteur, vous avez eu l'aimabilité de répondre à ma question. Et où est votre question? Alors, je ne sais pas, vous parlez de quoi? Alors, au lieu de dire répondez à ma question, essayez de reposer cette question, ce serait meilleur parce qu'on n'a pas, il y a beaucoup de commentaires, donc il arrive qu'une question on ne la voit pas. Alors, Dida Halim, bonsoir docteur, je veux faire un test pour mesurer la glycémie à jeun. À quelle heure dois-je arrêter de manger le soir? Oui, bonne question, c'est-à-dire à quel moment on peut considérer quelqu'un qui est à jeun. Donc, alors à jeun, c'est 8 heures de jeûne. Donc le dernier repas, le dernier repas indo au minimum 8 heures de suite. D'ailleurs, c'est un problème qui nous arrive في رمضان. Donc في رمضان الناس بزاف يجيو يقول لك il est à jeun. Donc هو صايم mais il n'est pas à jeun. صايم دينيا صايم لكن علميا il n'est pas à jeun. À jeun لازم يكون le dernier repas parce que parfois الناس تسحر vers 4h30 ولا 5h في d'autres régions ويجيك 8h30 يقول لك راني صايم. Bon, صايم oui, mais n'est pas à jeun parce qu'à jeun لازم يكون au minimum 8 heures de jeûne, d'abstinence nutritionnelle. Rachid, bonsoir docteur. Ma glycémie à jeun est de 81. C'est le résultat de mes analyses demandées par mon médecin dernièrement. J'ai diagnostiqué sur la prostate. Est-ce qu'il s'agit d'un diabète? Évidemment, une glycémie à jeun de 81, vous avez des glycémies très élevées. Alors, si qui découle, probablement, ça va augmenter plus que ça. Alors là, il faut voir votre diabéto ou votre médecin traitant généraliste pour pouvoir revoir un petit peu le profil diabète et chauffe de quoi il s'agit. D'abord pour vérifier, parce qu'une glycémie à jeun élevée ou supérieure à 1,26 considérée comme diabétique, c'est évident, c'est connu, mais toujours n'oubliez à 2 reprises. On doit toujours vérifier et être sûr qu'il s'agit des glycémies élevées. S'il vous plaît, docteur, je suis diabétique, j'ai eu une tumeur bénigne, je suis diabétique sous glucophage. Quel régime dois-je suivre pour préserver, peut-être elle veut dire, mon rein, car ils m'ont enlevé un rein qui avait une tumeur. Donc, vous êtes ce qu'on appelle néphrectomisé avec votre diabète. Sur le plan pratique, ça ne change pas grand-chose. Ça demande seulement d'être prudent, voire même très prudent. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a un seul rein n'est pas un handicapé. Hein. La preuve, un rein, on peut le donner.
Donc, mais les contrôles réguliers par rapport à votre traitement, les glycémies, l'exposition à des situations d'hyperglycémie permanente ne sont pas les bienvenus à Indec. Et puis, parce que si on a un problème rénal chez un diabétique, c'est pas, on ne va pas perdre un premier rein et on finira par perdre le deuxième. C'est la fonction rénale qui est touchée. Donc, s'il y a un fléchissement de la fonction rénale, elle concerne les deux reins. Ce n'est pas au nombre de reins que ça va être touché, mais la prudence doit être maître ici. Et Inch'Allah, il connaît le khair. Docteur, je pratique le jeûne intermittent, donc j'arrête de manger de 15 heures jusqu'à 8 heures du matin. Ma glycémie est toujours élevée, 1,40, que dois-je faire? Alors le jeûne intermittent, faire le jeûne c'est extraordinaire. Maintenant on a ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Mais le problème, quand on fait le jeûne de 15 heures jusqu'à 8 heures du matin, c'est bien. Donc vous faites en quelque sorte sauter une collation du soir et un dîner. C'est formidable. Mais attention, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait pendant la rupture de jeûne. Et ce sont des situations qui nous arrivent au Ramadan. Nous, les musulmans, au Ramadan, on jeûne pendant 16 à 17 heures. Et on mange et on rompt le jeûne pendant 7 à 8 heures. Le problème, c'est que le jeûne, c'est extraordinaire pour la santé, c'est évident. Mais tous les bénéfices du jeûne, on le perd le soir quand on rompt le jeûne. Donc, finalement, on ne profite pas beaucoup de ce jeûne dans Ramadan. La preuve, sinon, nous, en tant que musulmans, nous sommes meilleurs en espérance de vie que ceux qui ne jeûnent pas. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas meilleurs. Donc probablement parce qu'on ne profite pas du jeûne, on fait beaucoup d'erreurs nutritionnelles, on ne fait pas un régime correct, on croit que parce qu'on a jeûné, on a le droit de tout manger après, et puis demain je vais le corriger par une autre séance de jeûne. Ce n'est pas aussi facile que ça, au contraire, quand on jeûne, il faut rester correct par rapport aux périodes où qu'est-ce qu'on mange, la quantité, avec quoi, quelle activité physique est préférable et tout. Alors, mon hémoglobine glyquée est de 6. Je suis en obésité morbide. 130 kg, j'ai 49 ans. Est-ce que je peux être diabétique? Vous êtes exposé à devenir diabétique, d'autant que l'hémoglobine glyquée, vous êtes à 6 avec une obésité morbide, donc un IMC très élevé. Alors je vous conseille de ne pas penser de devenir diabétique ou ne pas devenir diabétique. Le plus important, c'est perdre ce poids qui est en excès. Parce qu'on ne doit pas craindre le poids uniquement à cause de diabète. Mais d'autres maladies, vous pouvez avoir d'autres maladies aussi, que vous pouvez l'éviter en pensant à mettre en place une feuille de route. De perdre le poids dans les 6 mois ou dans l'année. Il ne faut pas être pressé dans la perte du poids. Ce qu'on perd, moi je conseille à mes patients de perdre 1 kg par mois. Je serais content de perdre 12 kg par an, encore plus quand les poids sont très élevés. Parce qu'il faut épouser un régime qui nous arrange et qui nous fait du bien et qu'on ne le fait pas sur contrainte. Parce que si on fait des régimes stricts avec des contraintes énormes, on va lâcher avec le temps. On ne peut pas le tenir ça pendant longtemps. Donc accepter un régime et corriger certaines erreurs, c'est déjà un début pour arriver à un résultat. Alors, Abdelghani, bonsoir docteur, maladie cœliaque et le diabète. Comment gérer le diabète, maladie cœliaque, l'enfant type 1, diabète type 1. La maladie cœliaque est une maladie également qui rentre dans la catégorie des maladies auto-immunes, mais pas exactement avec la même forme que le diabète type 1. Et souvent, il y a des associations, encore plus chez les enfants de diabète type 1, ils ont une maladie cœliaque. C'est vrai, d'un côté, c'est une charge en plus, ce sont des contraintes en plus, encore plus pour un enfant qui est soumis à un régime qui est de plus en plus strict et tout, mais on peut voir l'autre côté de positif de la chose, que ça va faciliter un petit peu le régime, parce que tout ce qui est amidon, tout ce qui est pâte va être éliminé ou retiré dans la maladie cœliaque.
Ça va faire baisser de façon automatique la glycémie. D'autres compensations peuvent venir, mais l'avantage que la maladie cœliaque, en général, elle profite de certaines rémissions qui sont très longues et qui sont même appelées des guérisons. Parfois, bon, ce n'est pas le cas de diabète type 1, mais déjà c'est une charge qu'on peut deviner qu'elle est temporaire. Alors, conduite à tenir devant une hypoglycémie sévère qui est en dessous de 0,40. Alors, conduite à tenir, c'est en fonction de l'état du patient, hein. Donc, s'il y a une hypoglycémie sévère avec une perte de conscience et impossibilité de resucrer le patient, donc ça rentre dans le cas de la prise en charge hospitalière, parce qu'il y a des patients qui font des hypoglycémies et que ces hypoglycémies, on ne peut pas les maîtriser au point de pouvoir baisser, c'est-à-dire on ne peut même pas lui donner de l'eau sucrée parce qu'il n'arrive pas, il est en état de perte de conscience. Et puis, et d'autres cas, il y a des situations où il y a une résistance. Donc, l'hypoglycémie, la glycémie ne monte pas, ou du moins ne monte pas vite, et il reste dans cet état. Donc, la conduite à tenir, quand on est dans la mesure de resucrer le patient et on voit des signes d'amélioration, tant mieux. Ce sera une hypoglycémie comme les autres, d'autant plus que 0,40, il faut être toujours sûr, c'est une hypoglycémie très sévère, mais il faut toujours la refaire 10 minutes après et voir est-ce que vraiment ce chiffre est réel ou non, parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Et puis, s'il n'y a pas, c'est une prise en charge de milieu hospitalier, voire même de soins intensifs. Alors, bonjour docteur, l'index glycémique doit-il être toujours bas pour éviter la prise de poids? Oui, réponse juste. L'index glycémique, on doit choisir notre alimentation en fonction de l'index glycémique de chacun qui nous fait, parce que l'index glycémique, c'est ce qui fait ce qu'on appelle l'excursion glycémique, c'est la glycémie qui va monter pendant la période où cet aliment est ingéré, et puis cette augmentation est rapide, plus l'index glycémique est élevé, plus l'augmentation est rapide et la chute est lente. Alors, je suis diabétique depuis 10 ans, douleur neuropathique plus arthrose, douleur maladie de Crohn, que dois-je gérer parmi toutes les douleurs qui me gâchent la vie? Merci. Je ne sais pas, c'est vrai que vous avez plusieurs maladies associées, bon, mais attention, ce n'est pas parce qu'on est diabétique que toutes les autres pathologies sont forcément liées au diabète. Mais ce qui est sûr, un diabétique, quand il a une autre, deux ou trois autres maladies, plus il est équilibré par rapport à son diabète, il a toutes les chances, non seulement de soulager ses douleurs et d'être guéri dans un délai qui est de plus en plus court. Donc c'est toujours une bonne chose pour l'organisme d'avoir des glycémies correctes et un diabète équilibré, et les autres maladies, il va se soigner comme tout le monde. Alors, Ali Bakir, est-ce que tous les diabétiques type 1 développent une neuropathie diabétique après un certain temps, 10 ans et plus? Non. C'est vrai que la neuropathie se développe après plusieurs années en général, qui est différente de cette période d'une personne à une autre, liée souvent à un déséquilibre diabétique permanent, mais ce n'est pas une règle. Il y a des patients diabétiques qui ont 20 ans, 30 ans de diabète et qui n'ont pas de neuropathie. Il y a des mécanismes qui ne sont pas entièrement maîtrisés, même par la médecine, pour savoir qui va développer une neuropathie par rapport à celui qui ne développe pas. On a vu même des patients qui sont des prédispositions personnelles. On a vu des patients qui sont normalement beaucoup plus déséquilibrés, si on peut dire, par rapport aux autres. Ils ne développent pas de neuropathie. Ils peuvent développer d'autres complications, donc problème rénal, problème ophtalmique, mais pas une neuropathie. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et avec certitude, on ne peut pas le savoir qui va développer une neuropathie et qui ne va pas le faire. Alors, conduite à tenir devant une hypothermie sévère. L'hypothermie sévère, nous ne sommes pas dans le sujet de diabète. C'est toujours une prise en charge de milieu
de soins intensifs, c'est la chute de la température centrale, donc moins de 35 degrés, ce qu'on appelle les hypothermies. Alors, comment savoir si je suis diabétique? Voilà, comment savoir ça? Diabétique, ce sont des glycémies à jeun et en postprandial qui déterminent, s'il dépasse certains seuils, que vous êtes diabétique. Alors, راني مع ريجيم أنا مهددة بالسكري اسكو ريجيم يساعدني للتخلص منه. مانيش عارف واش حاب تقصد بالضبط. Mais si elle est régime, c'est-à-dire elle a un excès de poids. Bon, le poids, effectivement, on le sait que c'est un facteur favorisant du diabète et de maladies métaboliques en général. Bien sûr, un régime correct va aider dans tous les sens à s'améliorer. Alors, bonjour, je suis sous glucophage 850 3 fois par jour, mais je prends du poids. Le glucophage 853 fois par jour, ce n'est pas parce que vous êtes sous glucophage que je fait le poids. Non, ça aide en général. C'est connu qu'il fait baisser un peu de poids, mais il ne va pas vous rendre maigre, c'est évident. Probablement, cette prise de poids est due à autre chose, à des apports qui sont très importants et non justifiés, où l'organisme ne les accepte pas. Donc, c'est de l'énergie en plus, et les stocker, bon, se transforme en poids, c'est évident. Et puis, il y a un truc fondamental dans les prises de poids, c'est que on n'augmente pas parce qu'on respire, probablement on augmente du poids parce qu'on mange. On mange كتر من المطلوب. Donc il faut viser ces choses-là, il ne faut pas compter sur un traitement pour faire baisser un poids. Alors, bonsoir docteur, les puces cardiopathes. Je suis en traitement antibiotique et je fais souvent des hypoglycémies. Bon, faire des hypoglycémies comme ça, c'est pas les maladies qui vont vous exposer à faire plus d'hypoglycémie, soit les traitements, soit les apports. Donc c'est une équation qui est connue, donc c'est une question qui a été traitée déjà. Donc si on fait des hypoglycémies, il faut le chercher. Pourquoi j'ai fait des hypoglycémies? Est-ce que le traitement est plus fort? Est-ce que je ne le prends pas à temps? Est-ce que je ne mange pas assez? Et corriger bien sûr au fur et à mesure, et chaque cas est à part.